beaucoup, Florence. Merci également à Giacomo. Alors, mon nom est Daniel Bouchard. Je suis chef d'antenne du téléjournal Ottawa-Gatineau le week-end. C'est un plaisir et même un honneur d'être ici en direct aujourd'hui de la Faculté de sciences sociales sur le campus de l'Université d'Ottawa. D'ailleurs, j'en profite non seulement pour remercier les nombreuses personnes ici présentes dans la salle présentement à la Faculté des sciences sociales, mais aussi ceux qui nous suivent en ligne. Je serai, au cours des prochaines minutes, le co-animateur. Bonjour, Wendy. Bonjour, Daniel. Ça va? Ça va très bien. My role is to speak in English, but I'm going to try and follow along with what everyone is saying. So it's really wonderful to be here for the 9th annual public meeting of CBC Radio-Canada. And it's nice to see everyone who's turned out. We really appreciate it. When I'm anchoring the news at night, I always imagine that there's people watching. So it's nice to actually see real faces. It's kind of a freaky experience. Exactement. Alors, ça va être une très, très belle expérience. Alors, évidemment que le débat d'aujourd'hui, parce que ça va être un débat, on vous invite à poser des questions. Nos journalistes vont vous répondre dans quelques instants. C'est très à propos de le faire présentement. Vous savez, on parle beaucoup de fausses nouvelles, on parle beaucoup de faits alternatifs. C'est un monde qui est en plein changement. Eh bien, ce qu'il faut dire, c'est que quelle est la place maintenant du journalisme de façon générale? Quelle est la place des médias de façon générale et quelle est, de façon plus particulière aussi, la place de la télévision publique, la place de Radio-Canada. Alors, vous allez pouvoir aussi suivre ça de très près, mais aussi de très loin en nous écrivant. Il y a une adresse électronique, vous pouvez nous envoyer vos questions, c'est-à-dire @radiocanada.ca ou encore sur Twitter. So we ask ourselves all kinds of questions all the time in this era of fake news. It's been a really rough year, but today is going to be your chance to ask us some of those questions, and we'll try our very best to answer them. Not us personally, mostly with our colleagues who we will introduce you to in just a moment. But to kick off, as is customary, we would like to invite Elder Claudette Commanda. She is an Algonquin, Anishinaabe, and also an elder in residence here at the University of Ottawa to do an opening prayer and to welcome you here on the unceded lands of the Algonquin people. Hello. Good afternoon, everyone. Pijaji Goma Anishinaabe aki o Mamawenenewag. Bienvenue tout le monde ici à la terre ancestrale de mes peuples algonquins, and I'm very honored to be here to welcome each and every one of you. As customary in our traditions, anytime we gather, we always begin our gatherings in a good way. And that good way is to honor creation and to give thanks and open in prayer. So I say to the Creator, on behalf of everyone who's here, I say to him, Gijimanado, Kichimigwej onje nogum, da spinigen ni genwen daganag, da spinigen kokumasag, da spinigen mishomsag. Nibuk sendam kea baj kijigun onje kakina, nibuk sendam mashkawaziwin, we give great thanks to the Creator for life, Minapamadzwin. We ask the Creator to bless this beautiful meeting. Bless this meeting, this annual general meeting, and the work that you do at CBC. You do your work in a good, kind way, and that the Creator blesses you with many more tomorrows. We thank the Creator for our Mother the Earth, our grandmother the Moon, our grandfather the Sun. We thank Creator for the land and for all the people. We ask Creator to bless us with His goodness, His kindness, and His love. And to each and every one of you, know that you carry that sacred gift, the sacred gift of life, and we do so in kindness and respect, to respect one another as brothers and sisters in this human family. Miigwej, merci beaucoup, thank you. Thank you. Thank you so much for welcoming us. Alors maintenant, j'aimerais inviter deux personnes qui ont la gentillesse de nous accueillir ici sur le campus de l'Université d'Ottawa. Le doyen de la Faculté des sciences sociales, M. Marcel Mérette, de même que le doyen de la Faculté des arts, M. Kevin Key. Bien, bonjour tout le monde, bon après-midi. Welcome everyone. Alors, fidèle à sa tradition, la Faculté des sciences sociales ouvre ses portes à des événements de marque ou la diversité
et l'engagement sont promus et valorisés. So, as such, we are especially pleased to be hosting the CBC Radio-Canada community today. So let me take this opportunity to make sure that you know that in this particular space, in this building, our social science students, our researchers, and our professors, they all strive to build knowledge and exchange ideas on how our society could be improved and reimagined. So as such, I like to think that what we are doing with respect to training, teaching, and research is somewhat complementing what such an organization like CBC Radio-Canada is trying to achieve. En effet, nos professeurs contribuent à l'éveil critique de la population, bien sûr en partageant leurs connaissances dans les classes, dans les publications de revues scientifiques, mais aussi souvent dans les médias. Alors qu'on sait très bien que les journalistes, vous avez un rôle extrêmement important, la lourde responsabilité d'exposer les faits afin de permettre au public d'accéder à la vérité. C'est ce travail complémentaire qui alimente l'opinion publique, qui contribue, il me semble, à la démocratie et voire à la conscience sociale, morale de notre société. Alors, sur ce, je suis maintenant très heureux d'inviter mon collègue et ami, doyen de la Faculté des Arts, M. Kevin Key, à venir vous en dire un peu plus sur notre travail commun. Merci. Thank you, Dean Marette. À mon tour, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux collègues de CBC Radio-Canada dans le cadre de leur assemblée publique annuelle. Je suis très enthousiaste d'assister aux discussions cruciales sur la thématique de la vérité dans le monde de l'information et précisément dans celui de la radiodiffusion publique. The timing has never been better to discuss the issue of fake news in broadcasting. Questions about credibility, media, and the future of public broadcasting lie at the heart of research and teaching in the Faculty of Arts, especially within our Department of Communications, and particularly within our digital journalism program. And I'm delighted to see so many of our students and professors here today, testimony to our interest in these questions. Je suis persuadé que l'événement d'aujourd'hui sera une source d'inspiration pour nos étudiants, pour nos chercheurs et pour toute la communauté universitaire. Je me joins donc à mon collègue, le doyen Marette, pour vous souhaiter la cordiale bienvenue et des discussions fructueuses. Above all, let's have a discussion without filters. Thank you. Thank you very much. And now I'd like to call on Rémi Racine, who is the chairman of the board of CBC Radio-Canada. Rémi? Merci. Alors, messieurs les doyens, Marette et Key, mesdames et messieurs, au nom de CBC Radio-Canada, je vous remercie de nous accueillir sur votre campus. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté de nous prêter cet espace et de nous essayer de donner l'occasion de vous rencontrer. J'aime beaucoup parler au public de Radio-Canada, aux jeunes et aux moins jeunes, et c'est quelque chose que je fais tous les jours. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi et mes collègues du Conseil d'écouter ce que vous avez à dire à propos de l'avenir de la radiodiffusion publique au Canada. Je suis certain que nos échanges seront inspirants. As I approach the end of my term, and it's the second year I say that, I'm very proud of the fact that CBC Radio-Canada is much more agile organization than before, an organization that thrives on innovation, collaboration, and partnerships. With lighter infrastructures and better process, we have gained a stronger focus on what matters the most, making great content that connects, reflects, and engages with you. Content such as the #1 English-Canadian drama and comedy in the country, Murder Mysteries and Kim Convenience, and the highly anticipated miniseries Alias Grace, based on a novel by Margaret Atwood. À Radio-Canada, les nouveaux épisodes des séries que vous aimez comme Mémoire vive et Unité 9 vous tiendront rivés à vos fauteuils cet automne. Et quel suspense pour le retour de District 31. Vous avez été 1,4 million à regarder le premier épisode de la nouvelle saison.
À cause de notre travail que nous accomplissons, nous attirons aussi certains talents des plus créatifs, innovateurs et énergiques du pays. Vous pouvez le constater tous les jours sur nos plateformes, sur toutes nos plateformes. Very soon, I'll go back to be, like you and the audience, simply enjoying quality entertainment and news programming. My friends, I believe in our future look very good. Let me introduce our President and CEO, Hubert Lacroix. Hubert. Merci, Rémi. Monsieur le doyen Mirette, de la Faculté des sciences sociales. Monsieur le doyen Qui, de la Faculté des arts. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très heureux, évidemment, de vous accueillir à notre Assemblée publique annuelle. J'ai toujours aimé l'ambiance des campus universitaires, particulièrement l'automne. Probablement que ça remonte à l'époque où j'étais un chargé de cours en droit, temps partiel, et j'étais le coach des filles en basketball à McGill. En septembre, il y a toujours une énergie nouvelle. C'est l'arrivée des nouveaux étudiants, des nouvelles recrues. On commence à se parler d'échéances, de devoirs. C'est le début de la saison des différents programmes sportifs universitaires. It's a fun time. So, je vous envie. Amusez-vous bien. Anyways, so back to our APM. Notre Assemblée publique annuelle, comme le disait Rémi, est un environnement privilégié. C'est un environnement pour nous permettre d'échanger avec vous sur le rôle de CBC Radio-Canada, sur notre rôle d'être au cœur des conversations avec les Canadiens. We actually very much look forward to hearing your thoughts on our programs, on our digital initiatives, and on your expectations of us and how we can be even better at meeting them. Je dirige CBC Radio-Canada depuis maintenant près de 10 ans. Mon mandat se termine le 31 décembre, moi aussi. Vous me permettez donc, je l'espère, de vous faire un bref tour d'horizon pour mettre en perspective ces dernières années. When I started, there was actually no iPad, no Netflix, no Vice, no Snapchat, no Spotify, no Instagram, no Amazon. Actually, not in the way that we know them now. And only 9% of Canadians actually had a smartphone. Now we are more than 70% using them. And our digital journey at CBC Radio-Canada has been audacious, innovative, bold, and difficult. But it has turned CBC Radio-Canada, an 80-year-old corporation, built around and known for its radio and television programs, into what it is today, the #1 digital media company in Canada. And we did this in spite of serious financial challenges, a fragmented ecosystem, the appearance of the Googles, Facebooks, and Netflixes of the world, who have absolutely weakened the broadcasting model that used to support our industry. Et tout au long de cette transformation incroyable, nous avons respecté et même renforcé le mandat législatif que nous avons envers vous. Nous avons placé les services locaux au cœur de notre plan 2020, notre plan stratégique sur 5 ans que nous avons lancé en 2014. Et nous avons créé, à l'intérieur de cette priorité de local, 8 nouvelles stations multimédia dans les communautés à travers le pays. Nous avons renforcé notre couverture régionale à raison de 18 heures par jour, de bonjour à bonsoir, 7 jours par semaine. Nous sommes maintenant vraiment rendus un média local complet. We said we would double our digital reach to 18 million unique visits each month by 2020. Well, we surpassed that goal this summer, 2.5 years ahead of schedule. And that 18 million number does not include our 2 million followers on Facebook and Twitter. CBC News is now the #1 Canadian news app with more than 3.9 million downloads. We lead in podcasting with more than, the number is staggering, 200 million downloads since 2016.
And the popular investigative podcast series, Somebody Knows Something, has actually, by itself, been downloaded more than 30 million times. Les émissions d'Ici Tout TV sont regardées en continu sur le web plus de 6,4 millions de fois chaque mois. Récemment, Radio-Canada a lancé RAD, un laboratoire de création dont la mission est de trouver de nouvelles façons de présenter nos émissions d'information et d'affaires publiques sur les médias sociaux pour rejoindre tous les citoyens numériques. Ce projet génère déjà du contenu captivant. Il est produit par 15 reporters et concepteurs qui sont tous âgés de moins de 35 ans, qui possèdent un talent pour la création numérique axé sur l'utilisateur. And they actually have the keys to their own car, meaning they run this project. Je vous encourage fortement d'ailleurs à aller voir ce qu'ils font sur le web. Nous avons également créé Espace Autochtone chez Radio-Canada et CBC News Indigenous, deux portails extrêmement populaires qui sont consacrés aux histoires autochtones. So we are clearly today a leading broadcaster, a leading public broadcaster in the digital world. And in an era of fake news, we are proud to remain the most trusted Canadian source for news and information. Cette confiance est grandement due à nos journalistes extrêmement talentueux qui travaillent sans relâche chez nous. Je suis d'ailleurs très heureux que certains d'entre eux soient ici avec nous aujourd'hui pour partager leurs expériences avec vous. You'll meet them in a sec. Et si nous connaissons un tel succès, clairement grâce à l'engagement de nos radios-canadiens, de nos CBCers envers la radiodiffusion publique, et grâce à leur créativité, leur vision et surtout leur résilience. Today, as I'm about to exit, I want to say a very profound and very loud thank you to all the people who work at CBC Radio-Canada and to my senior executive team for having committed to this transformation, to this incredible digital transformation, and having spectacularly delivered on it. I will also say thank you to all of our board members for the time that you guys invested in the public service and in the public broadcaster, ainsi qu'à Rémi, qui a assuré la présidence de notre conseil depuis maintenant 5 ans. Your public broadcaster is actually a pretty cool place to work at right now. We aim to attract some of the best and the brightest this country has to offer, and we're doing this as we reinvent ourselves. Over the last 2 years, we have hired nearly 250 people to support our digital initiatives, and we have retrained 2,900 of our own CBCers and Radio-Canadiens because there is absolutely no finish line to this transformation. Et nous continuons de faire tout ça en mettant fermement l'accent sur la diversité et l'inclusion. Notre vision est claire. Nous désirons inclure une gamme de visages, de voix, d'expériences et de perspectives dans nos contenus et nos milieux de travail afin d'être à l'image de la mosaïque qu'est notre pays dans tout ce que nous faisons chez CBC Radio-Canada. J'espère un jour que certains d'entre vous qui sont ici aujourd'hui avec nous se joindront à CBC Radio-Canada. D'ici là, j'ai évidemment hâte de connaître vos points de vue et de répondre à vos questions. Merci. Alors, merci beaucoup, Hubert. Alors, comme Hubert vient de le dire, tout à l'heure, nous allons vous présenter, en fait, dans un instant, des journalistes, nos collègues, qui vont répondre à vos questions. Les questions, je vous le rappelle, nous sommes en direct présentement sur Facebook. Elles peuvent venir en ligne sur Facebook, sur Twitter. Il y a aussi, bien sûr, notre adresse courriel. Et je vous rappelle aussi qu'en salle, vous pourrez également poser des questions. D'ailleurs, Giacomo et Florence, vous leur faites signe, ils iront vous porter à ce moment-là. Ils sont dans le coin de la salle, des micros pour pouvoir poser vos
vos questions. Alors voilà, le thème, je vous le rappelle aujourd'hui, parlons vrai, vérité, médias et avenir de la radiodiffusion publique. On en parle ensemble. Dans le fond, ce qu'on se pose comme question, c'est qu'à une époque où on parle beaucoup de fausses nouvelles, de faits alternatifs, quels sont les outils, quel est le savoir-faire que nous avons pour départager le vrai du faux? I found it so interesting listening to our about to depart president talk about the old days. And when I was in university, it was the age of Watergate. Yeah, I'm that old. And everybody looked up to journalists as these great heroes, whereas now we're in an age where the President of the United States is calling us fake news. So things have changed so much. We have so much to talk about. And I'm really thrilled right now to introduce, we have 6 journalists here with us from CBC Radio-Canada, and we're going to ask them to come out now to talk about credibility, public value, democracy, all the big stuff. So first up, we have Chelsea Agro. She's a journalist and host of Marketplace CBC. Hi, Chelsea. Mesdames et messieurs, accueillons comme il se voit Olivier Arbour-Marche, journaliste au projet RAD. RAD est le laboratoire de journalistes de Radio-Canada. Christian Latreille est correspondant à Washington pour la télévision de Radio-Canada. Mélissa François est journaliste à Radio-Canada. Elle œuvre notamment au Réseau de l'information. Et mon collègue Mathieu Nadon, qui est chef d'antenne du téléjournal Ottawa-Gatineau en semaine. And I'd like to welcome Wabgeshig Rice. He's a reporter and editor for the Ontario regions with CBC News. Hey, Wab. So now, let's kick off our discussion. Let's sit. Alors, le premier thème qui a été choisi, il y en aura 3. Le premier, c'est la crédibilité, credibility. Je vais poser ma question à un collègue qui travaille justement pour ce laboratoire de l'information. On les fait plonger dans ce nouvel univers. J'aimerais qu'il nous en parle d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup parlé de cette nouvelle façon de faire, d'aller rejoindre les gens finalement sur leur mobile. Alors, Olivier, peut-être nous parler un peu de votre projet. Comment vous faites pour attirer particulièrement ceux qui sont sur leur téléphone mobile? C'est un sale temps pour l'information, hein, Daniel, on en parlait tantôt. Il y a un flux incommensurable d'informations. C'est déjà assez difficile de départager ce qui est important de ce qui ne l'est pas. En plus, il faut départager ce qui est vrai de ce qui est faux. Et dans tout ça, Radio-Canada doit demeurer un peu le repère de la crédibilité de l'information fiable comme on l'a toujours fait. Mais en plus de ça, on en parlait tantôt, au-delà de la conception de fake news qu'on a, vous et moi, c'est-à-dire de nouvelles partiellement ou totalement inventées, il y a fake news, l'étiquette qu'on accole, que certains accolent aux médias traditionnels pour miner leur crédibilité. Donald Trump le fait, on le voit sur Facebook à l'occasion, sous des nouvelles de Radio-Canada. Cette nouvelle-là, c'est fake news. Radio-Canada, c'est fake news. Et ça témoigne de quoi? Ça témoigne d'abord d'une crise de confiance envers les médias traditionnels, mais aussi peut-être d'une mauvaise compréhension de comment fonctionnent les médias, la machine médiatique qu'on perçoit souvent comme quelque chose d'assez opaque, parfois dirigé par des forces du mal. Et nous, en fait, dans tout ça, ce qu'on doit faire, à mes yeux, c'est d'être plus transparent, peut-être dans notre cheminement, dans notre parcours journalistique, d'exposer un peu les coulisses de notre raisonnement. Pourquoi on parle de ça, de ce sujet-là? Pourquoi on parle à ces personnes-là? Pourquoi on en parle de cette façon-là? Et à RAD, parce que c'est le temps de la plug, à RAD, nouveau projet de Radio-Canada, on essaie justement de lever un peu le voile sur les coulisses du journalisme pour rétablir un peu ce lien de confiance là, avec le public. Merci beaucoup, Olivier. Well, Geshig, I'm going to come to you. Yubara was talking about how we're so trusted and people are coming to us on digital, but it's been a rough year for everybody in the media. So what sort of challenges have you faced? How do you get around them? How do we win the trust of an audience? Well, I think at this stage in the game, CBC's reputation is all it has, really. And in an increasingly digital realm where basically anybody can put out any sort of information, any sort of headline or image can go viral. So that's what we're competing with, whether we like it or not. And I think it's incumbent upon us as the traditional and also newer independent media to help people discern between what's fake and what's real. And I think there are some really easy ways that you can do that. First and foremost is checking
checking the source? Is it a trusted traditional source, or is it a trusted independent source? Can you look at that website or that host and see that it is, in fact, a regular news website? And also, I like to encourage people to actually click on the article and read it, rather than just sharing the crazy viral headline or crazy viral picture. Because once you start reading the article, you'll see that if it's a credible story, there will be actual people quoted, there will be actual people attributed, and that'll help you really get a fuller picture of what an issue is. And I think once you start engaging in those own practices on your own as a news media consumer, you'll be able to tell pretty easily what's real and what's fake. Thank you. We have a question now from the floor. Giacomo? Actually, this one comes from the World Wide Web, and it's for Wob, and it's... We've heard of that. Yes. How do you vet anonymous sources and ensure that you're able to verify your facts and protect your sources? Wob? Ooh, that's a really great question. Yeah, it's, you know, your sources are your lifeline, your lifeblood to your stories, especially if you're trying to do original journalism. I think once you get that information, and you're armed with that, and you can go to the positions of power and the people who are accountable in order to sort of present that to them and verify whether that's actually a story or not. And how nervous they get will sort of indicate how much of a barn burner that particular story is. So, but those are discussions that we have on a daily basis with our assignment producers, with our senior producers, our managing editors, about how we proceed with stories like that. And we're very cautious about it, and we want to do it in a good and proper way. And I think that's one of the cornerstones of CBC journalism, and I think that's what sets us apart from a lot of these fake news organizations. Merci beaucoup, Wog. On se bouscule aux portes en termes de questions. Ça vient beaucoup en ligne présentement. Et Florence, il y a une autre question. Oui, un internaute qui s'adresse à Christian Latreille et qui demande: un diffuseur public peut-il faire du journalisme indépendant? Alors, peut-être une question qu'on pourrait adresser à Christian, entre autres choses? Bien, je pense que oui. Tout à fait. Radio-Canada est probablement l'exemple patent du média le plus indépendant au Canada. Je pense que ce qui nous aide beaucoup à Radio-Canada, c'est qu'on est guidé par des normes et pratiques journalistiques. Et ça, c'est unique dans l'industrie. On est surveillé par l'Ombudsman. La laisse est courte et ça doit être comme ça. We're accountable. Nous sommes redevables. Nous sommes... je pense que le public doit être en mesure de compter sur notre intégrité. Et notre intégrité à Radio-Canada, compte tenu du fait qu'on est beaucoup surveillé par l'Ombudsman, fait en sorte que vous avez tous les soirs, sur nos différentes plateformes, une information de qualité, diversifiée et crédible. Et c'est ça qui nous donne, permettez-moi l'anglicisme, un edge, une avance sur les autres médias. Il n'existe pas d'autres ombudsman, il n'y a pas d'ombudsman dans les autres stations privées. Et ça, je crois que pour les téléspectateurs, les auditeurs de Radio-Canada, c'est très rassurant de savoir que les journalistes, les réalisateurs, les reporters sont surveillés par l'Ombudsman et qu'on doit répondre à ces normes et pratiques journalistiques quotidiennement. Donc oui, c'est tout à fait possible à Radio-Canada, pour répondre à la question, de faire du journalisme et du bon journalisme indépendant, parce que nos patrons nous donnent la latitude aussi de travailler. It's complicated, though, because, the other night on the National, we had Prince Harry was in town and Meghan Markle, and he were holding hands for the first time. We were thinking, that doesn't belong on the news, but maybe it does belong on the news. And every day there's a different Trump story. How do you decide whether those are the questions to deal with every night? When we first came under so much criticism for journalism in general for missing how Donald Trump became president, we had all these debates in the newsroom about, where did we go wrong? And we started interviewing people that we would never have put on the air before, like Ann Coulter and even a fellow who was working for the Kelly Leitch campaign. And we basically just gave them the airwaves. Was that the right? So it's not easy. We have difficult decisions to make all the time. But as you say, we have a lot more rules at CBC, but we have another question from, I'm not sure, but from Florence. Oui, une question d'un internaute qui s'adresse à Mathieu Nadon et Christian Latreille et qui demande quelles sont les actions concrètes que devrait prendre CBC Radio-Canada dans les enjeux de fausses nouvelles. Alors Mathieu en premier. Oui, bien écoutez, j'ai le goût de partager avec vous un exemple très, très concret qu'on a vécu lors des inondations printanières qui sont survenues un peu partout, notamment en Ontario et au Québec. La région de l'Outaouais, l'est de l'Ontario, ça a été une des régions les plus touchées. Quand on pense aux fausses nouvelles, souvent on a l'impression... On a en tête une photo qui peut être virale, qu'on partage sans trop de conséquences. Par exemple, on a vu une journée apparaître une photo d'un énorme poisson
qui, semble-t-il, avait été vu flottant dans les rues de Gatineau. Vous l'avez peut-être vu, évidemment, c'était faux. Les gens qui ont partagé ça, il n'y a pas trop de conséquences à ça. Personne n'est mort parce qu'on a parlé de cette nouvelle-là. Mais la même journée, on a reçu une information assez crédible à l'effet qu'il y avait un barrage d'Hydro-Québec qui avait cédé tout près d'ici et qui allait inonder encore plus les municipalités qui avaient été touchées. Et ça nous a pris, je vous dirais, 1 heure ou 2 avant d'être capable de valider cette information-là, parler à des gens sur le terrain qui ont pu vraiment aller voir ce qui se passe. Pendant ce temps-là, il y a des médias qui ont partagé cette nouvelle-là, des citoyens l'ont partagée. Imaginez la panique des gens qui ont déjà de l'eau dans leur sous-sol lorsqu'ils apprennent que peut-être il y a un barrage qui est cédé en amont, ça s'en vient chez eux. Alors, c'est ça notre responsabilité, je vous dirais, c'est le travail qu'on fait tous les jours, c'est de s'assurer que les informations qu'on vous relaie sont vraies, sont vérifiées, sont doublement vérifiées. Et c'est ce qu'on continue de faire et je pense que c'est la façon qu'on peut se démarquer dans cet univers-là. Mélissa veut peut-être ajouter un élément? Absolument. Je voulais juste renchérir en disant par rapport à la question qu'à Radio-Canada, les mécanismes sont déjà présents pour se prémunir, je trouve, contre les fausses nouvelles, dans la mesure où c'est une information qui est vérifiée, qui est corroborée. On la vérifie avec 2 sources également. Donc, je trouve que vraiment, déjà dans notre salle de nouvelles, on est vraiment équipé pour faire face à ces... Je pense qu'il faut mettre les choses en perspective aussi. Du fake news, là, ça ne date pas d'hier. Hein? Il y a un grand présentateur en France qui a simulé une entrevue avec Fidel Castro il y a de ça une trentaine d'années. Il y a eu de grands scandales au New York Times, au Washington Post. Et je pense que le fait que quotidiennement, il y a un président en ce moment aux États-Unis qui est en guerre contre les médias et qui s'attaque, et qui est traditionnel, et qui s'attaque à nous, fait en sorte qu'on doit corriger le tir quotidiennement. Et on est, nous, comme journalistes, très critiqués parce que les gens pensent que parce qu'on corrige les faits de M. Trump, on le critique. Et on sait très bien... We look bad because we're correcting the facts. Exactly. So, et ce n'est pas notre rôle à Radio-Canada de critiquer les politiciens ou les gens qui occupent des fonctions publiques. Mais c'est ça, c'est que M. Trump a mis une emphase énorme sur le fake news, mais je vous rassure, il n'y a pas de fake news à Radio-Canada. Moi, j'en ai pas vu, en tout cas au cours des dernières années. En même temps, on va y revenir tout à l'heure, mais M. Trump a la possibilité maintenant de sauter par-dessus les médias en parlant directement sur Twitter, et donc ça devient de plus en plus difficile. Merci à tous les trois. Giacomo, une autre question? Yes, Wendy, if you thought by moderating this panel you get out of being asked a question, Fareed here has other intentions. No comment, no. So what is your question, Fareed? I'd like to know the process that the journalists go through to determine what makes it to the top of the story list. And I'll give you an example. The Rohingya story is suddenly all over media, and yet this is not a new story. It's been going on for years, and yet the media has never covered it to any great extent, but now it is. And so what decisions are made to get those stories on the top of the story list? Especially online in the order they appear. Yes, exactly. Yes. Wendy? Yeah, it's really, really difficult. There is no magic rule. Some of it depends on the people who are participating in making the decision. So we have conference calls that start first thing in the morning, where the senior editors, including the anchor, is sort of saying more of this, less of that, and then we go off and the journalists figure out what they're doing and filing on and so on. Our lineups have changed so much lately, because what is the bigger story? As you say, the Rohingya crisis has been going on for decades. Millennia, I don't know, but certainly. But now it's because there has been accusations, public accusations by the United Nations and even our own government of ethnic cleansing, and you have tens of thousands of people, maybe even 500,000 people arriving on the border, that it becomes a much bigger story. There's so much to cover in the world, and obviously we do pay more attention to the stories that are closer to home and where we actually have pictures and can interview people. All of these things make a decision. And what you were talking about of Trump, how much do we cover? We had massive debates about that over and over. And is it just sensational, or is the world actually changing? So these are debates. And ultimately, somebody makes a decision, and it's not always the right one. Je pense que le panel va être d'accord avec l'essentiel de cette réponse. Vous avez une autre question, Florence? Oui, une question sur le choix des experts. Bonjour, moi j'ai une question. Je suis canadienne d'origine burundaise. Je n'ai pas eu la chance de grandir dans mon pays d'origine, mais je suis de près ce qui se passe au Burundi. Malheureusement, depuis 2015, Radio-Canada diffuse les informations qui ont une grande partie de mensonges sur ce qui se passe au Burundi présentement. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que parfois vous choisissez les spécialistes qui font la comparaison entre le Burundi actuel et le Rwanda de 1994 en parlant du génocide. Pour les gens qui ont vécu le génocide comme moi, je
pense que c'est une façon de banaliser le génocide. Et j'aimerais vous demander, est-ce qu'il y a un moyen de choisir les vrais experts au lieu de choisir les lobbyistes? Alors donc, merci pour votre question. Je ne sais pas si Christian voudrait peut-être ajouter quelque chose. Ce qu'on peut dire, c'est que, évidemment, on est pris très souvent dans cette forme de tornade d'informations et ça devient très difficile, surtout lorsque ça touche certains pays plutôt éloignés. Ça devient très, très difficile, finalement, de sélectionner quel est le vrai du faux. Vous avez parfaitement raison. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'ai reçu une vidéo d'une dame amie Facebook avec moi qui me présentait une scène particulièrement atroce de ce qu'on peut vivre, par exemple, en République du Congo. Ça pose problème présentement et le problème est double parce que ça devient difficile aussi de se rendre sur le terrain pour constater d'une part les faits, pouvoir aussi les analyser et trouver des gens pour nous en parler parce que lorsqu'on parle à quelqu'un, souvent on va nous reprocher qu'une autre personne aurait été mieux placée pour nous en parler. Vous avez parfaitement raison et je pense qu'il n'y a pas une réponse parfaite à votre question parce que c'est un problème au niveau journalistique, énormément de difficultés à couvrir tout ce qui se passe sur la planète. Nous avons bien sûr des correspondants qui parfois vivent des situations même dangereuses. Je pense à Marie-Ève Bédard, entre autres choses. Mais vous avez parfaitement raison et on se questionne quotidiennement sur comment on devrait s'y prendre finalement pour couvrir davantage et d'une façon plus objective en se basant davantage sur les faits. Je vous remercie donc pour cette question-là. Peut-être Charles-y? Well, I think we're going to move on to the next theme, and maybe I can come to you first, Charles, on that question. So we've talked about credibility, a lot more to say, but our next discussion is about the public value and the role of CBC. So have that in just a moment. So, Charles, I'm going to start with you on this question. I used to work on Marketplace, and I used to have to, people thought I was beating someone up because you'd get all of your information and then you go and ask them these questions. But it was easier to do that because often you knew the answers to the questions because there'd be so much research that would have been done. So it's like now if you're interviewing a politician or it's a new subject and you're trying to figure out what is the right approach, you can't be that forcible, but on Marketplace, you actually really hold people's feet to the fire. Tell us about that and what's, I guess, special about CBC Radio-Canada that we can actually put the resources to that sort of thing. Hubert touched on this a little bit, but I think really it's such an exciting, incredible time to be working in investigative journalism at CBC right now. And I think that's the case for a number of reasons, but most importantly, while so many investigative units are being closed down or shut down, we are growing. And we're seeing that shift, and it's really twofold. You may not all know all of the details, but we are undergoing a huge reorganization right now in the building, and one of the new pillars in our building is investigative journalism. And we have seen not only a reorganization, but also a reinvestment. So great example at Marketplace last year, real estate was on everybody's mind and still is. We, through special funding, were able to go to Australia and shine a light on the way they do it somewhere else in the world. And as a result of the hidden camera investigation we did into real estate, Ontario right now is taking a look at real estate reform. And one of the things they're considering is banning double ending. Shannon Martin in the new enterprise unit in Toronto Local took a look at what's wrong with renting in Toronto, something that so many people can so easily identify with. And as a result of her series, you're seeing the Ontario government take a look at right now reforming rental legislation in this province. So it's very exciting because our resources, the things that we have access to at CBC are not things that everyone has access to. We're working right now with a new unit of digital data journalists, and you're going to see some of that work coming onto Marketplace, but it's fantastic to have those people and those skills. I took a data journalism course just a few weeks ago, and the things that I've learned there, I'm already putting
putting into practice. So it's a very exciting time to be working in investigative and not just in current affairs. You're seeing that trickle down into all the local newsrooms as well. Et Christian et Mélissa ont beaucoup parlé tout à l'heure d'encadrement. On a parlé de l'Ombudsman, on a parlé de nos politiques journalistiques. Je sais qu'il y a plusieurs de mes étudiants ici présentement derrière nous, d'autres de mes anciens étudiants dans la salle. Je suis certain que ça va les intéresser, Mélissa, de vous entendre parler. Lorsqu'on est journaliste et qu'on reçoit une affectation le matin, on n'est pas laissé au dépourvu. Il y a toute une équipe d'encadrement. Parlez-nous un peu de votre quotidien par rapport à cette valeur publique. Oui, alors moi, dans mon quotidien, je dirais que je suis vraiment dans le feu roulant de l'actualité, dans la mesure où je travaille souvent pour l'émission du matin sur RDI, qui est la chaîne d'information en continu. Alors, c'est sûr que lorsqu'on arrive le matin, il faut être au courant des grandes lignes de ce qui se passe dans l'actualité, mais souvent, on est pris de court aussi par un événement qui arrive très rapidement. Alors oui, il y a toute une chaîne de coordination dans la mesure qu'il y a le chef de pupitre qui va prendre la décision et qui va nous déployer. Lorsqu'on arrive sur place, c'est bien important aussi de laisser savoir à nos collègues qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de monde dans la salle de nouvelles qui dépendent de nous. Nous, on est un peu sur le terrain en tant que reporter sur le terrain, les yeux et les oreilles de l'équipe dans la salle de nouvelles, que ce soit l'équipe web ou encore les preneurs de décision. Alors, rapidement, il faut tweeter l'information. Ça, c'est une réalité. Je ne peux même pas dire que c'est une réalité nouvelle, mais une réalité avec laquelle on s'est adapté. Puis ensuite, mettre au courant toute l'équipe dans la salle de nouvelles. Et là, la machine part. Et moi, c'est ce que j'aime, je dirais, personnellement, dans mon métier, c'est d'être dans l'action, dans le feu roulant, dans le continu. C'est vraiment mon beat. Alors, je pense que ça décrit un peu... Le fonctionnement pour ma part sur les ondes RDI, la chaîne d'information en continu. C'est captivant, mais on apprend beaucoup chaque jour. Ça va vite. On a une question de Florence. Oui, une question qui s'adresse à Christian Latreille, un internaute qui demande « Avec les nouvelles technologies et le transfert rapide de l'information, comment est-ce que la correspondance à l'étranger reste pertinente ?» Bien, je pense qu'elle garde toute sa pertinence. Tout d'abord, Radio-Canada est le seul réseau à avoir des correspondants à l'étranger. Et malgré le fait que, oui, on est dans un flot d'informations énorme et les sources d'informations se multiplient, je pense qu'il n'y a rien qui remplace encore un reporter qui est sur le terrain et qui raconte une histoire. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, au Proche-Orient, en France, quand on rencontre des gens, on parle aux gens, on leur tend notre micro et qu'on revient au bureau et qu'on fabrique une histoire et qu'on la présente le soir, dans mon cas, au téléjournal, je pense qu'il n'y a rien qui remplace ça et c'est ce qui permet au public d'être en contact avec des réalités que nous, on vit. Comme tu disais, nous sommes les yeux et les oreilles délégués des téléspectateurs. Et moi, ce n'est pas une question que je me pose. Je pense que tout ça peut vivre ensemble, Twitter, Facebook, name it. Je pense qu'il y a de la place pour le reportage terrain et je pense que c'est ce que fait de mieux Radio-Canada. Once a year, all of the foreign correspondents come to Toronto or to Montreal or to Ottawa, and we have this reunion. And it sounds really sucky, but my heart just swells. I just get so proud of, because you can get mad at your employer or your colleagues, but you see from time to time anywhere. But you see these people in this room and the way that they speak about how they fight for stories and how they fight for a budget and how we just had Nalayat with the Rohingya on the border of Myanmar and Bangladesh. And so you can see, we all get so used to seeing bits and pieces of pictures on social media these days, and it's wonderful that we do have eyes on the world, but having our foreign correspondents there, unlike any other network in Canada, is pretty spectacular. We're going to go back to the floor again in a moment, but Wab, I just wanted to come to you on the whole idea of the public value. One of the things that CBC has really tried to do, particularly in the last 5 years, is to have a more credible voice among the Indigenous community. Tell us about that. Yeah, I think for a long time, many Indigenous communities across Canada haven't really trusted CBC or other mainstream media outlets because they haven't seen themselves effectively represented, whether it be within the stories or in the newsroom themselves or on the screens or on the airwaves with actual Indigenous journalists doing the work.
And when I was growing up in a Anishinaabe community on Georgian Bay, we would pull in the National with the rabbit ears, and I would never see any Indigenous journalists on CBC, or our stories reflected with the adequate context to really get to the root of what some of the real Indigenous issues are in Canada. But fortunately, as Hubert mentioned earlier, CBC Indigenous has been a really great sort of creation in that it's a hub for a lot of the original journalism that we do at CBC to highlight Indigenous issues and to really reflect Indigenous communities. And there are other initiatives like CBC Unreserved. Over the years, there's also been CBC's 8th Fire, Revision Quest, the radio show. So by really getting out into those communities and reflecting them in proper ways, I think we're finally starting to build that trust, and we're filling those awareness gaps that were left by the education system, essentially. So that's not to say that CBC can totally make up for some of those gaps left by elementary and secondary school experiences, but we can offer that context that a lot of Canadians have missed out on. So we have a really good opportunity right now, I believe. Merci pour la réponse. Giacomo, une autre question. Yes, this one's for Charles. In a time when we have so many online review tools of companies and comment sections, what's the value, in your mind, of a marketplace for helping people and guiding people? So it's a great question, and you would, I mean, they're everywhere. Right? I mean, people are weighing in now in more ways than ever before. And I think what's interesting is it's actually, in a strange way, helping us because it is so transparent. People now have opinions and they are not afraid to share them. So it's really actually, in some ways, helped us do our journalism because there are a lot more ways and tools and resources for us to reach out to people who before may not have had a place to share an opinion on something or provide insight or share an experience. And so I think it's actually one of the new tools that we have. And of course, there are things to be careful of and leery of, but it's actually opened up a huge area of opportunity for us, in particular at Marketplace, because we really do want to hear from consumers. And Wendy and I were talking about this earlier, but you're starting to see a lot more transparency and authenticity in our shows. You know, if you saw the episode that Wendy did last year, you know, she's in the car, she's taking you on your journey. You're going to see that in our show on Friday night. So I think you're also starting to see some of that transparency in the way we're telling our stories, which is great. And you know, the flip side of the online reviews is that you're also starting to see us investigate how companies are using those reviews and educate the public on the things that you need to watch for. So it's definitely a double-edged sword, but it's a new chapter for us, and it's definitely been worthwhile exploring, I think. Alors voilà pour ce thème valeurs publiques. Tout de suite, on passe au prochain thème, le troisième de la journée. So we're here to talk about a little thing called democracy. So Christian, we're going to start with you on this one. Tu peux me répondre en français, comme tu veux. There's a lot of people who talk about political satire, which is known in French as la satire politique. And started perhaps with Jon Stewart, and now there's John Oliver, there's all the rest of them. So is that a good thing? Does that mean that we've lost trust, that young people are turning to other audiences, to comedians instead of journalists? Is it a good thing? Does it challenge us? What impact do you see it having? But I think it allows us, especially in the States, to vent, you know, because a lot of people in the United States are actually stressed by that presidency, you know, and we saw like the satire show Saturday Night Live, picturing Trump as a little bit cuckoo, you know, and his strategist-in-chief Bannon like the other cuckoo. So no, I think it's helpful, and it doesn't, you know, but we saw some things like also Katie Griffin with that mask, you know. The head of Trump, bloody head of Trump. Yeah, that was bleeding. So that was not as funny. Mais est-ce que ça change le défi pour les journalistes?
Is it just Non, the way that we speak je to pense qu'on them? peut vivre avec ça. On a toujours vécu avec la satire politique. La satire politique a toujours existé, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, ailleurs. En France, on l'a vu partout. Je pense que c'est important dans une société de pouvoir rire de nous-mêmes. Et particulièrement aux États-Unis, en ce moment, les Américains ont besoin de rire d'eux-mêmes et on sent vraiment cette nécessité d'avoir des humoristes, des artistes, des comédiens qui tournent en ridicule ce qui se passe à la Maison-Blanche. Et je pense que c'est ça le cœur de la démocratie, c'est de permettre, un bon reportage sur Trump, mais aussi une émission d'humour pour rire de Donald Trump. On le fait à notre façon je pense que c'est Radio-Canada sain. avec la FLAC, entre C'est autres sain, choses. oui, la FLAC chez nous, effectivement. Olivier? Et c'est sain, it's sane. Ouais, ben, oui, on le fait avec la FLAC. Je pense que c'est pas de la satire. La satire, c'est peut-être plus de l'humour, mais il y a une émission de radio qui s'appelle La soirée est encore jeune, qui rejoint un vaste public, un jeune auditoire, et qui réussit, avec l'humour, à amener de l'information, de l'actualité. Puis ce que ça dit, j'ai l'impression, c'est qu'il y a un intérêt pour peut-être... Il y a un intérêt pour l'information. Il faut peut-être, à l'occasion, réfléchir et revoir la façon comment on l'amène, comment on l'apporte. Revoir le ton. Traditionnellement, les journalistes, pour accentuer la rigueur de leur information et leur pertinence, ont un ton, on le sait, professoral. À Radio-Canada, on a un ton très typique, une façon de s'habiller, une façon de s'adresser aux gens qui est très typique. Sauf que là, aujourd'hui, puis on en parlait tantôt, les téléphones. On s'informe dans le téléphone. Avant, il y avait la télé, il y avait les amis, il y avait le journal. Là, dans le téléphone, tout ça est réuni. Donc, on est abreuvé de contenus très différents. Il y a, nous, les journalistes, on est en compétition avec les Snapchat que les gens s'envoient, l'Instagram, les YouTubers. Donc, est-ce qu'il y a moyen de garder cette crédibilité-là, cette recherche journalistique, cette démarche journalistique-là, mais peut-être d'adapter un peu son ton, sa façon d'approcher et de présenter l'information pour parler de façon plus pertinente au public auquel on veut s'adresser, en l'occurrence, peut-être dans ce cas-ci, les plus jeunes. Donc, c'est cette réflexion-là que la popularité des émissions satiriques ou humoristiques d'information vient... So if we want the world to treat us more seriously, we have to treat ourselves a little less seriously. Yeah, Step down. We have a question, I think, from Florence. Oui, une question pour Mathieu Nadon. Et l'internaute demande, à mesure que les pressions du marché entraînent une réduction de la taille des salles de nouvelles, faisant en sorte qu'il y a moins de journalistes pour couvrir l'actualité, cela a-t-il des répercussions directes sur le maintien d'une saine démocratie ? La réponse, oui. C'est oui. C'est très triste pour nous qui travaillons dans le domaine des médias de voir ce qui se passe un peu partout, des organisations qui doivent, pour des raisons budgétaires, couper dans les effectifs, couper dans les salles de nouvelles, réduire la quantité de journaux qu'ils impriment ou l'offre qui est disponible pour les gens. Je vous dirais, moi, je me sens privilégié. Tous les jours, je me pince presque de dire que je travaille à Radio-Canada. On a la chance d'avoir des équipes partout au pays, partout dans le monde, des salles de nouvelles. Vous nous voyez, nous, à l'antenne, mais il y a un paquet de monde qui travaille derrière les caméras. Ces gens-là travaillent fort. Alors, je pense qu'à Radio-Canada, on a les mêmes défis, on vit la même transformation, mais on a la chance encore d'être épaulé par des équipes vraiment partout qui nous aident beaucoup à faire notre travail. Ça, c'est vraiment un grand privilège. Merci beaucoup, Mathieu. Question, Giacomo. Yes, this one is for Charles C. How do journalists uphold their public service to the people when a growing populace of audience tunes out more and more? Yeah, it's tough, right? There's a lot of noise out there, and I think that we have a very big responsibility as journalists with the public broadcaster to continue to remain objective, to work so hard to continue to tell stories that not only reflect Canadians, but that Canadians are truly interested in. And so I think one of the ways that we're all trying to do that, to remain relevant, is to continue to turn to people and hear from people. You know, I can speak to my experience at Marketplace in particular because so many of our story ideas come from viewers. And we're really fortunate that we have an audience that continues to turn to us. And I think it's a very important responsibility because, like Wendy said, we do knock on the doors. We are holding people accountable. And I think that is more important than ever.
On prédit la mort des téléjournaux depuis 15 ans. Et on s'aperçoit que les codes d'écoute sont encore très bonnes. Et les gens reviennent et reviennent et reviennent nous voir et visitent nos plateformes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui s'informent sur nos plateformes. Donc, on a encore une pertinence. Et je pense que les gens ont encore confiance, n'ont pas perdu confiance en nous, malgré all the noise, tout le bruit et les sources qui se multiplient. Donc, ça, je trouve ça assez extraordinaire qu'on prédit cette mort-là, mais la mort n'arrive jamais. Et c'est bien tant mieux qu'on soit encore en ondes et qu'on a encore une pertinence. Le téléjournal est toujours vivant. D'ailleurs, nous, on diffuse en direct chaque soir les 15 premières minutes du téléjournal et de façon générale, c'est l'élément vidéo, mis à part quelques exceptions, qui est le plus populaire aussi sur Facebook. Alors, ça veut tout dire finalement, c'est que les gens aiment encore se faire présenter les nouvelles par des personnes qu'ils jugent d'une certaine façon crédibles. En tout cas, moi, je le souhaite. Question, Florence. Une question pour Mélissa François. Est-il nécessaire d'avoir une voix canadienne distinctive et si oui, pourquoi? Absolument qu'il faut avoir une voix canadienne qui nous distingue parce qu'il faut parler des sujets qui nous distinguent, qui nous intéressent. Et je pense que c'est la force de mon employeur, vraiment d'être préoccupé par des sujets ou encore la scène culturelle qui est proche de nous. Je pense que oui, surtout dans cette mer d'informations-là. Mais qu'est-ce qui nous intéresse, nous, les Canadiens? Quel sujet nous touche? Quel sujet nous interroge? Je pense que Radio-Canada est là pour le diffuser. Alors, absolument, oui. Peut-être enchaîner, Mathieu, sur ce sujet. D'ailleurs, je voulais vous poser la question. On parle de démocratie. Qu'est-ce qu'on fait au téléjournal, mis à part le fait que je viens de dire qu'on diffuse sur Facebook, mais qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher les gens dorénavant sur leur téléphone cellulaire, entre autres choses? J'ai le goût de faire du pouce sur ce qu'Olivier disait tout à l'heure. On est en train, nous aussi, de réinventer les formats, la façon dont on parle pour être capable de parler à ces jeunes-là qu'on veut tous attirer, qui sont là, qui sont prêts à nous regarder, qui sont prêts à se connecter avec nous. Mais il faut être capable de les rejoindre où ils sont, être capable de les toucher directement. Par exemple, on est au Québec, on entre dans la période des élections municipales et on lance aujourd'hui même à Radio-Canada, Ottawa-Gatineau, un partenariat avec la Commission jeunesse de Gatineau. Ça s'appelle C'est parti, je vote. Et on va suivre des jeunes, certains n'ont même pas l'âge de voter encore, tout au long de la campagne, qui vont nous dire, eux, qu'est-ce qui est important pour eux. Nous, on pense dans nos réunions le matin, il faut qu'on parle de transport en commun, il faut qu'on parle de taxes municipales, mais les jeunes, de quoi ils veulent entendre parler? Ils vont être avec nous pendant les prochaines semaines. Ils vont même faire des reportages à notre antenne. Alors ça, c'est vraiment très, très stimulant. Je pense que c'est ça, c'est en réinventant la façon dont on fait les nouvelles qu'on va rejoindre ces gens-là. Il y a un autre exemple que je vais vous donner. Il y a eu une grève du transport en commun ici au printemps et on a décidé de rejoindre des gens qui étaient pris sans autobus et de les accompagner dans leur déplacement. On a fait des interventions en direct avec eux sur Facebook. Certains étaient des jeunes professionnels qui travaillent ici à l'Université d'Ottawa. Alors, c'est des gens qui n'auraient peut-être pas nécessairement été exposés à notre offre de produits, mais on a été capable de capter leur attention et après ça, on est capable de les rejoindre au téléjournal de 18h à 22h dans nos émissions de radio. Je pense que c'est ça. Moi, je suis entouré je ne suis pas très, très vieux, là, mais je suis entouré d'une gang de jeunes encore pas mal plus jeunes que moi qui ont des idées vraiment éclatées. Puis ça, je trouve ça vraiment stimulant dans notre travail. Merci, Mathieu. We're going to go to one last question, and then we'll move on. Giacomo? Yes, this one is for Wab. Why does the media give airtime to stories that oppose our democratic values and system? By doing so, aren't you validating their cause? Wow. I guess that's fitting for a university setting here, right? A very academic question. Yeah, those are debates that we get caught up in. Wendy talked about this earlier, you know, who we decide we're going to put on and why, and to, you know, what value that is and what service, what it serves. But I think it's important to remember that as journalists, it's not just about putting on the other side of the story, right? We have to consider multiple sides, multiple points of view, and we only have so much airtime, and sadly, that's how we're perceived sometimes, right? By just putting on something that may be poor taste or that opposes democratic values, as you mentioned. But
in that sense, we're accountable to the viewer and to the listener and to the reader. And you've seen some examples over the past few months of CBC being taken to task for putting certain individuals or organizations on the air, and rightfully so. People take issue with that, and that's the only way we can learn, really. And that's why this is a discussion. That's why we are on the receiving end, especially in social media, to hear these things, because it is very much a learning process, especially in the digital age. So yeah, they're just parts of the discussions that we have on an editorial level, and we're still learning, and we want to learn from all of you, really. So we have just a few more minutes. I think the idea is to try and take a few questions from the floor. If anyone wants to just put up your hand, we can pass the mic around. Si vous avez des questions à poser dans la salle, peu importe où vous êtes, faites signe à Giacomo, faites signe aussi à Florence. Ils vont aller vous trouver avec le microphone. Je vois plusieurs étudiants, je vois des enseignants aussi qui sont dans la salle présentement. Alors, c'est le temps. Si vous avez des questions, on va tenter d'y répondre avec les membres du panel au cours des prochaines minutes. Allez-y. On a une question ici. So my question is, I'm a professor here at the University of Ottawa in the Communication Department, and hardly any of my students have cable television. So I'm wondering, in an age of cord cutting, shouldn't CBC's news network, the cable TV, be offered and streamed free online to engage a younger audience? What do you think about that? I don't think anyone in the front row has ever heard that question before. Yeah, I don't know whether anyone wants to volunteer for that. I'm certainly not going to make that. Yeah, I wouldn't mind. Yeah. Je pense que la meilleure personne pour y répondre, ce serait peut-être Hubert pour répondre à cette question-là. Ou We can talk about rights. Hubert. Well, je peux vous parler de ça. You know, it's all about rights. It's about the platforms and the relationships that we have with the broadcasters. Il y a des choses qu'on est capable de faire, des choses qu'on n'est pas capable de faire, parce qu'évidemment, lorsqu'on a une entente avec un câble distributeur pour que notre signal soit reçu sur son réseau, sur le nombre par exemple, de canaux qu'il lui va offrir à son public, et que nous, on passe par-dessus ça et qu'on offre ça directement aux personnes qui nous écoutent, mais ça crée évidemment un conflit entre la relation commerciale que nous avons avec le câble distributeur et nos initiatives de ce genre. That's basically... Heather Conway? And you can, CBC, Heather Conway, and I think you can get a pretty good feel for and access to an enormous amount of content through cbc.ca/news. You know, it is the most successful digital news app in the country for a reason. It has an enormous volume of regularly updated news content. And you have seen us now on Facebook with the National. You've seen us on Facebook avec nos émissions d'information en français. Alors, de plus en plus, ce contenu-là devient disponible et ça relance les conversations avec les câbles distributeurs. Bref, c'est une question difficile et difficile d'y répondre, évidemment, d'une façon très précise pour l'instant. Question, Giacomo? Yes, another question from the floor. Go ahead. My question is, how can you ensure that your stories reflect the diversity of a wide variety of Canadians, including those who are racialized, women, LGBT Canadians, and then also, of course, people from both rural and urban backgrounds? That is a huge question. I mean, that's basically what the question we've been asking ourselves since the very beginning of this, since the beginning of news. And it does keep changing. Am I being told to go to... this question is for Heather. So sorry, I was going to try and answer it all for you. There you go, Heather. Heather Conway is head of CBC, VP of, what are you? I'm executive. She's the big boss of English TV. Such enormous respect from my journalists. Just for the record, I'm the Executive Vice President of CBC. Obviously, representation and reflection of our communities is deeply important to us across all of our services, not just in the news service, in the entertainment programming, in our radio programming, in our digital choices, and we work hard to do that every day. As Wab said, you know, Jennifer Maguire, who's here, who's our head of news, started the Aboriginal portal about 5 years ago, maybe longer.
to do just that. We have internally started a bunch of different employee resource groups who represent different voices inside our organization. I am the executive sponsor of the LGBT one, LGBTQ, IML, and so I'm very aware of what the experience is to come from a marginalized community and to ensure that voices are heard. I think it's really a very practical question on many levels. It's not a philosophical one. We are Canada, and Canada is us. We reflect our communities. We represent our communities. And we do that with on-air personalities. We do that through editorial meetings where we say, is this the angle we want on this story? Are we getting the right voices? Are we hearing from the right people? It's a constant daily exercise. Merci, Madame Executive Vice President. We have, Hubert? Something to that. It also starts from where we hire people in the top ranks of the organization and leadership positions. Because you cannot have these issues discussed unless at the top levels, and as we grow as a corporation, we have these people in important positions. They will influence the subject matters, and they will open up the conversations to even more. So, as Heather said, in the newsrooms, in our story meetings, but also in the management and the governance of CBC Radio-Canada, you will see that. And just the senior executive team of CBC Radio-Canada reports to me. I have 8 direct reports. I have 6 women, 2 men. I didn't look for them in ratios. I just hired the best possible people for those jobs. And as Heather said, 4 of these people tick the box of LBGT. Again, it's not because we look for them. It's simply a realization that this is the best people we can find for the jobs we need, and allows the explosion of conversations around these subject matters much easily. Obviously, an ongoing debate. When I was working in the Ottawa Bureau 100 years ago, I was the first woman to cover the Prime Minister for the National. There used to be pictures of naked women on the walls, which showed how much power women had in those days in that bureau. Now, I think the women's issue is, we've kind of done pretty well, but it's got to become broader than that, and there's a lot of pressure to do so, which is good. Florence, you have a question. Oui, une question qui s'adresse à tous les panélistes. Quels conseils, quelles recommandations est-ce que vous donneriez à des élèves, à des jeunes qui débutent leurs études en journalisme? Et pourquoi pas commencer avec Mathieu, parce que vous venez de parler que vous faites affaire de plus en plus avec les plus jeunes. Écoutez, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de développer une curiosité, de vous intéresser à ce qui se passe un peu partout. Je pense que c'est une des qualités premières. Je regarde tous mes collègues ici, c'est d'être curieux et d'être intéressé par les gens. Je pense qu'on fait tous ce métier-là parce qu'on aime profondément le public, on aime être en contact avec le public tous les jours. Alors, si vous aimez les gens, vous aimez raconter des histoires, eh bien, vous allez aimer le journalisme. On vous attend. Mélissa et Chelsea ensuite. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Remettez tout en question. C'est simple, même si c'est évident à vos yeux, posez-vous des questions sur ce qui vous semble évident. Toujours se questionner parce que des fois, la vérité se cache derrière. Alors, c'est le conseil que je donnerais. Le doute. Chelsea. I would also say we live in a really big, beautiful, wonderful country. Don't be afraid to move to different corners of this vast space. You are only going to be a better journalist the more experiences and the more places that you have. I can honestly say that my experience working in BC, Alberta, Ontario has given me perspective. And I would also say that in particular, I think it's relevant today, critical thinking. You touched on it there, but it's not enough to just be curious. When someone gives you an answer, ask, why? Why are you telling me that? Where did that come from? How come that is the case? And don't stop with just a simple response, because it is really about cultivating your curiosity. And I think when we're talking about reputation and credibility, that is huge. And I don't think enough of us are thinking critically every day. Olivier? Permets-moi, Christian. Non, vas-y, d'abord. Faut être là aussi pour
pour les bonnes raisons. On n'est pas là pour être devant la caméra ou c'est pas un métier glamour, être journaliste. Il faut être là pour servir l'intérêt public avant tout. Il faut être là parce qu'on a à cœur la société, le vivre ensemble et qu'on souhaite l'améliorer. On a l'air négatif, des fois, les journalistes, parce qu'on pointe ce qui ne fonctionne pas. Mais c'est dans le but de tenir les personnes responsables accountable. Ça, c'est pour le bilinguisme de ma réponse. Dans le but d'améliorer toute la société, le vivre ensemble. Voilà. Moi, je vous dirais, la passion, c'est un métier extraordinaire, essentiel, extraordinairement essentiel. Moi, j'ai fait 10 ans d'enquête avant d'arriver à Washington, et il y a plusieurs de nos enquêtes à Radio-Canada et à Enquête qui ont fait changer des choses dans la société. Je pense que le journalisme peut faire changer des choses, tient les pouvoirs publics responsables, et on demeure un watchdog, on surveille les pouvoirs. C'est votre argent que les gens que vous envoyez dans les parlements, dans les différents parlements au Canada, c'est votre argent que ces gens-là gèrent, et je pense que les journalistes sont encore là pour surveiller les gens qui administrent cet argent de façon à ce que vous en ayez le plus possible, justement, pour votre argent. Ouais. Avant qu'on prenne la dernière question dans la salle, Wog, peut-être un mot. What advice would you give to a young person that would like to become eventually a journalist? Well, I think storytelling really is the backbone of any culture, and it's really what binds cultures together. And here in Canada, we run the gamut of diverse communities. And I think as long as you're passionate about stories and about reflecting people's experiences, you'll go a long way. You have to be curious, and you have to really listen. You have to be a storyteller and not a story taker in many senses. So that's what I try to impart. I think anybody can become a journalist, just as long as you're passionate about that and you hold those core values deep inside you. Dernière question de la salle avec Florence. Oui, une question sur les communautés francophones et acadiennes. Alors, madame, je vais vous demander peut-être de la contracter un petit peu votre question. Vous dites vouloir refléter la réalité de la diversité canadienne. Qu'en est-il de l'importance que vous accordez aux francophones hors Québec? Tout indiqué pour Mathieu, parce que le téléjournal est à cheval sur, justement, la frontière entre l'Ontario et le Québec. On dessert un public varié, bien entendu. Alors, peut-être répondre à la dame. Et ça fait partie, je peux vous dire, de nos préoccupations quotidiennes. Wendy parlait tout à l'heure du processus d'une journée qui nous amène jusqu'à nos bulletins d'information du soir. Ça commence très, très tôt le matin par des réunions. Et nous, effectivement, on est diffusé à la fois pour des gens de l'Ontario, à la fois pour des gens du Québec qui n'ont pas les mêmes réalités, qui n'ont pas les mêmes préoccupations. Mais on s'assure, notre équipe et mon équipe et moi, de cibler les enjeux importants pour chacune des communautés. C'est pas toujours évident. Il y a des journées où on va beaucoup parler du Québec parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a d'autres journées où on va beaucoup parler de l'Ontario. Savez-vous, moi, je reçois des courriels. Des fois, des gens me disent, écoutez, ce soir, il me semble que vous avez trop parlé du Québec. Et le lendemain, je reçois, vous avez trop parlé de l'Ontario. Ça, je vois ça comme un signe qu'on fait bien notre travail. Et les communautés francophones hors Québec, écoutez, hier, c'était la journée des Franco-Ontariens qui a été célébrée non seulement ici à Ottawa, mais un peu partout en Ontario. Ça nous tient à cœur et ça fait définitivement partie de nos priorités tout au long de la journée. Dans une perspective générale, j'aimerais peut-être qu'on apporte le micro à M. Bissonnette pour répondre à cette question pour l'ensemble du pays, dans le fond, puisque M. Bissonnette est responsable de l'aspect francophone de CBC. Exactement. En complément de réponse, vous savez, il y a 20 centres de production francophone de Radio-Canada partout au pays, ce qui fait que chaque matin, il y a 20 émissions de radio différentes qui sont faites pour refléter les communautés un peu partout. Une émission sur Vancouver, une émission sur Moncton, bref, dans chacun des grands centres où il y a de la population francophone. Même chose en fin d'après-midi, un bulletin de nouvelles qu'on retrouve à 18 h également dans chacun de ces marchés-là. Et on s'assure également que sur la programmation nationale, on puisse avoir des correspondants, des collaborateurs, des critiques qui viennent d'un peu partout au pays. Le rôle de Radio-Canada pour vivre en français au Canada est fondamental. Puis pour nous, ce n'est pas juste une responsabilité, c'est un privilège que de pouvoir faire vivre nos antennes avec la francophonie d'un peu partout au pays. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Finalement, on a un petit peu plus de temps. Alors, on va se permettre une toute dernière question. Et cette question-là, elle va venir de la salle. Une dame qui est en compagnie, d'ailleurs, de ma collègue Florence. Alors, je vous laisse poser votre question.
Alors, ma question s'adresse à qui voudra bien répondre. Alors, on a parlé beaucoup de la correspondance et de l'importance d'être sur le terrain quand il y a des gros événements qui se passent. Par contre, par moment, il se peut qu'il n'y ait pas nécessairement de journalistes ou de correspondants de Radio-Canada sur place. Dans ce cas-là, c'est quoi le processus? À quel moment est-ce qu'on fait appel à des pigistes? Et puis, finalement, qu'est-ce qui en ressort de tout ça? Merci beaucoup pour la question. Christian Soff pour y répondre, d'ailleurs. Oui, je pense que ça fait partie d'un processus, comme Mathieu l'expliquait tout à l'heure, et Wendy aussi, c'est que ce sont des décisions qui se prennent le matin. Les rédacteurs en chef décident si ça vaut la peine ou pas d'envoyer des gens sur le terrain. Si l'événement s'est produit dans une région plutôt difficile, inaccessible, on va se rabattre sur, par exemple, on passe à l'occasion des reportages de France 2. Ça arrive très peu, mais ça peut arriver. Donc, c'est toujours relativement à l'importance de la nouvelle, à la pertinence de la nouvelle. Et Mélissa, si tu veux compléter? Oui. Ben, je pensais à toi, justement, avec l'ouragan Irma qui est arrivé il y a quelques semaines. Je pense que tu en avais beaucoup à apporter seul. Alors, on a envoyé une autre journaliste du réseau RDI en appui. Alors, tout dépendant de l'importance de la nouvelle, à ce moment-là, on a suffisamment de ressources, je le crois, pour déployer d'autres personnes au sein de l'équipe sur place, comme on l'a vu en Floride au cours des dernières semaines? Comme par exemple, juste pour vous donner un exemple bien concret, là, on est en train de discuter de la possibilité donc peut-être envoyer quelqu'un à Porto Rico. Mon patron me regarde, là. De peut-être envoyer quelqu'un à Porto Rico, mais je ne sais pas, ça appartient à la direction de Radio-Canada. On sait ce qui se passe à Porto Rico. Il y a une population qui est coupée du monde en ce moment, qui est tout près en tout cas de mon territoire à moi, aux États-Unis. On verra bien. Mais tout ça est évalué avec beaucoup de sérieux par la direction de Radio-Canada. I'm afraid we are out of time. I just want to thank you all for the questions and for your contributions. It's been quite something. I know when I started out in this business, there was a lot of technology. You had the whole day, you had lots of resources, and now everything is so fast. Olivier, you talked about how people are getting their information, and we all know that the way we get information has changed so much. So I don't know whether to feel that I'm lucky to be so old and have had it the old way, or to be jealous. I think it's both. It's fantastic, and CBC is in the middle of it, and it's so thank you so much for coming and sharing both our pride in working for CBC and the challenges that we know that we have to face in terms of democracy, credibility, and the role of public broadcasting. Oui, bien, ce que j'allais dire et ajouter, c'est que, bien sûr, quand on parle de journalisme, on parle d'un chaînon important de la démocratie. Cette assemblée publique annuelle, bien sûr, c'était un exercice démocratique. On vous a donné la chance de poser vos propres questions. D'ailleurs, j'en profite pour remercier, bien sûr, nos 6 panélistes que j'invite à accueillir comme il se doit. Merci beaucoup d'être venus. Évidemment, aussi à vous tous en salle, je vous remercie de vous être déplacés. Merci de votre attention. Merci aussi pour vos questions. Merci à Giacomo. Merci à Florence. Et bien sûr, merci à tous ceux qui nous écoutent en ligne, qui nous ont écoutés. C'est la fin de la web diffusion. We have one more thing that we want to, because we don't just do news. Obviously, there is the Téléjournal and the National and all the fabulous programs on radio, but CBC does other things as well. And so we want now to thank you for all of your contributions, and we're going to go on to introduce you to a completely different cast. So with us today are cast members from Kim's Convenience, which is Canada's #1 comedy. Kim's Convenience, they had an amazing first year, and they're back this year. They're nominated for an astounding 11 Canadian Screen Awards. So here we go. Andrea Bank, Simu Liu, Jean Yoon, and Paul Sun-hyun. Hi. Hi, how are you? So nice to meet you. Yeah, take it away. It's lovely to be here. Thank you so much, everybody. We are honored to be here at University of Ottawa. This is exciting. University was one of the most exciting times of my life. I learned a lot. I got a lot of experience and a lot of knowledge, so I wish you guys the best. You've caught us now. We're in the middle of a cross-Canada publicity tour for Kim's Convenience. We're in Ottawa tonight at the Bronson Centre at 8 o'clock p.m., where we're going to be screening the first 2 episodes of Season 2 of Kim's Convenience, and you're all invited. So, if you want to come join us, find our friends Carolyn or Jonathan. Where are they? Raise your hands. Carolyn's over there. Give them your names, and they'll make sure that you guys get in. Also,
If you choose not to come tonight, that's okay. We won't take it personally, as long as you go home and turn on CBC at 9 o'clock and watch our premiere episode tonight. And then the National at 10 o'clock. Absolutely. Or Le Téléjournal. Yeah. So thank you very much. Thank you so much. So our event is over, but we don't want you all to leave. There is a hall in the back if you would like to come and get an ego portrait, I think we're supposed to call that. Take a selfie with anyone, take some pictures, have a glass of water, because that's all we can afford. But thank you so much for coming to contribute with us. Alors, c'est ici qu'on s'arrête. Je tiens à vous remercier, que vous soyez à la maison, au travail ou ici en salle. Merci beaucoup pour votre présence. À la prochaine. Merci, Daniel. Merci beaucoup, Wendy. Voilà, cette assemblée publique annuelle se termine. On aimerait remercier Giacomo et moi, toutes les personnes qui se sont déplacées ici à l'Université d'Ottawa. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous ont suivis en ligne, en direct sur Facebook. Cette rencontre, elle va être archivée sur le site internet de CBC Radio-Canada. Yes, to echo what Florence said, a big thank you to everyone who was here at the University of Ottawa and also all of you online. It's been a pleasure asking your questions to this wonderful panel. Thank you for joining us for this annual public meeting of CBC Radio-Canada. And if you joined halfway, you'd like to rewatch the whole thing, it is going to be archived. You can visit the website cbc.radio-canada.ca/AMP. Thank you very much. Merci.